Merci de nous retrouver en présence de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, et je le disais, inspirateur aussi et leader de ce qu'on a appelé la gauche plurielle entre 1997 et 2002. Et on ne vous a pas entendu, alors que la gauche a connu beaucoup de débats, beaucoup de tournants. On ne vous a pas entendu depuis le premier tour des élections législatives. D'abord, question simple, vous avez, j'imagine, écouté ce qui a été un exercice que vous avez connu, le discours de politique générale de Michel Barnier. À l'issue de ce discours, vous, député, en cas de vote, auriez-vous voté la censure ou auriez-vous approuvé ce discours ? Non, moi j'aurais attendu de l'entendre pour voter et je n'aurais pas approuvé ce gouvernement. Par contre, j'étais content qu'il y ait un gouvernement pour la France. Ça faisait 3 mois qu'on n'en avait pas véritablement. J'ai trouvé un homme calme, doté d'une certaine expérience, conscient des défis considérables, notamment en matière de finances publiques, qui lui sont laissés en héritage, avisé de la fragilité de sa minorité relative, et je pense aussi préoccupé par l'attitude possible de ses soutiens. Et de ce point de vue, la déclaration de M. Darmanin est un signe que je n'ai d'ailleurs pas bien compris. Pas compris parce que vous le trouvez excessif. Parce que la question n'est pas de dire non aux impôts par principe. La question de savoir si, face à un déficit massif, on recourt aussi à l'arme fiscale en dehors des économies évidemment nécessaires. Et à ce moment-là, quel dosage et qui on frappe ? C'est pas peut pas être une position de principe. En tout cas, ça montre une certaine fragilité des soutiens au sein même de ce qui devrait être, sinon la majorité, en tout cas la minorité de Michel Barnier. Donc je ne me sens pas en accord avec l'équation politique qu'il a construite, mais je lui souhaite bon courage. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, parce qu'on l'entend, que ce gouvernement, d'un point de vue politique, pas d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue politique, est illégitime ? Parce que il s'appuie sur le bloc central, le bloc des soutiens d'Emmanuel Macron, qui a été désavoué par ces élections, et sur un parti qui a été le parent faible de la redistribution des rôles. Si vous le voulez bien, et si on parle par exemple de la gauche, parce que après tout je suis mieux placé pour parler de la gauche que de la droite, je reviendrai sur cette question lorsqu'on examinera comment la gauche s'est comportée en l'affaire face à la question du Premier ministre. Il y a quand même 2 points que je voudrais mentionner dans la déclaration de politique générale qui peuvent apparaître comme de détails, qui ne le sont pas. Le premier, c'est le fait d'avoir repoussé le projet de réforme du mode de scrutin en Nouvelle-Calédonie, repoussé les élections. Je pense que c'est une décision sage. J'avais d'ailleurs appelé le président de la République à la prendre parce que on n'a pas besoin, au XXIe siècle, de se recréer, par défaut d'impartialité, un conflit colonial. Ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est que j'aurais préféré, et là je suis plus critique, que le Premier ministre soit plus clair par rapport à la déclaration de son ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, disant que l'état de droit n'était pas intangible. Je pense qu'il a joué sur les mots, qu'il s'est trompé. L'état du droit n'est pas intangible, sinon il n'y aurait pas besoin de parlementaires pour voter des lois qu'ils votent dans le respect de la Constitution, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Mais l'état de droit, le principe de l'état de droit, ce qui fonde la démocratie et la République, ce qui vient depuis longtemps de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ce qui s'inscrit dans les libertés individuelles et collectives, dans l'indépendance, dans la justice, de la séparation des pouvoirs, ça, heureusement, c'est intangible. Et donc j'aurais préféré, sur ce point, une correction plus nette. Qu'il insiste davantage. La gauche a-t-elle eu raison, selon vous, de camper sur une forme d'intransigeance suite à ces élections législatives, c'est-à-dire tout le programme, rien que le programme,
c'est nous qui devons gouverner. Et sinon, c'est l'opposition, franche, nette et a priori. Est-ce qu'elle a eu raison ? Alors, il y avait 3 options pour la gauche. La première était de dire, comme je l'ai suggéré aux dirigeants socialistes, mais sans faire de déclaration publique, de choisir la voie parlementaire, de rester dans l'opposition. Je ne voyais pas l'intérêt pour la gauche déjà de prendre en héritage la dette de plus de 3 milliards d'euros qui est celle de la France. Oui. 3 000 milliards d'euros qui est celle de la France. Et donc, je préférais personnellement que la gauche reste à l'Assemblée, dans l'opposition, dans une opposition intelligente et constructive, sans bloquer le fonctionnement des institutions, car cela, les Français ne l'aimeraient pas. Et puis, fort de ce pouvoir parlementaire, eh bien, d'essayer d'obtenir de ce gouvernement un peu fragile, disons, un certain nombre de concessions, par exemple sur les retraites ou sur le SMIC ou sur d'autres sujets encore, y compris tirés de son programme. Moi, c'était ce que je suggérais. Opposition constructive. Oui, opposition. D'abord, opposition. Parce que c'est le cas aujourd'hui, opposition. On y revient, oui, effectivement. Après un tour de piste, ou plusieurs tours de piste, on y revient, et donc on en reparlera peut-être. Alors, l'option qui a été choisie est de revendiquer le pouvoir, parce que la gauche aurait eu la victoire. Mais la gauche n'a pas été privée de la victoire. Elle n'a pas eu de victoire. Elle a eu un double succès, et c'est déjà un mérite. Elle est sortie en tête du vote à l'Assemblée, et ça n'était pas forcément attendu. Et d'autre part, elle a été l'élément moteur du Front républicain, c'est-à-dire de la démarche qui a fait barrage à l'extrême droite en France. C'était un beau succès, mais la victoire n'aurait été là que si la gauche avait obtenu une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et alors, là, effectivement, le président aurait vu sa conduite dictée par le résultat. Ce n'a pas été le cas, donc il a joué. À partir de là, la difficulté de la gauche à trouver un Premier ministre, qu'elle a sorti, femme estimable, d'un poste de fonctionnaire à la ville de Paris, a été une démarche un peu étonnante. Par ailleurs, j'ajouterais que si on entrait dans cette démarche, c'est-à-dire si on voulait dire « nous avons vocation à gouverner », alors on ne pouvait pas dire en même temps « nous gouvernerons sur tout le programme et rien que le programme ». Et Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, en faisant cette déclaration, sans consulter d'ailleurs le moins du monde ses partenaires, a au fond frappé à la porte en disant « je veux le pouvoir » tout en tirant de l'extérieur le verrou. Car, bien évidemment, il fallait avoir une attitude plus conciliatrice. Donc cette gauche de gouvernement, cette gauche réformiste qui a fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon, pour vous, elle s'est égarée dans cette attitude-là? Non, c'est l'ensemble de la gauche qui en a discuté. En outre, ils sont députés, ils sont légitimes, ils sont des chefs de parti. Je donne, moi, simplement mon sentiment. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas exprimé pendant toute cette période. Mais maintenant que cette période est close et qu'au fond, on revient à l'hypothèse qui était la mienne, eh bien, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Allons plus loin. Est-ce que cette gauche social-démocrate, pour le dire court, le Parti socialiste, doit rompre aujourd'hui avec l'alignement sur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise? Je pense que nous sommes dans une phase de rééquilibrage au sein de ce qui s'appelle maintenant le nouveau Front populaire, disons la gauche, et que ce rééquilibrage qui était amorcé a été d'une certaine façon bloqué et cristallisé sur les positions acquises par la dissolution irréfléchie et inconséquente décidée par le président de la République. Mais ce processus certainement reprendra. Alors, l'option actuellement, donc dans l'opposition, je pense que la gauche doit en rien bloquer les institutions, se montrer constructive dans son approche, tout en restant dans une position d'opposition
au gouvernement actuel. Ça, c'est pas la politique de la France insoumise. Mais c'est la politique que je préconise pour ce qui me concerne ou que je souhaiterais voir la gauche mener. Et de ce point de vue non plus, je ne pense pas qu'elle doive précipiter les échéances. Soit en appelant à la démission du président de la République, soit en inventant de façon fictive, et en se faisant d'ailleurs retoquer à la commission des lois de l'Assemblée nationale, une procédure de mise en cause du président de la République. Je pense que ça, on est dans le faux semblant. Et je pense au contraire que cette gauche, dans sa diversité, qu'est-ce qu'elle doit faire ? À mon avis, travailler à l'échéance prochaine, prévue normalement, qui est celle des élections présidentielles en 2027. De quelle manière ? Eh bien, je pense d'abord que les socialistes doivent travailler pour eux-mêmes. Je pense qu'ils ne l'ont pas assez fait. Et donc, je pense qu'ils doivent consacrer ces années de transition à ce travail de réflexion sur les propositions à faire pour la France et aussi pour répondre aux attentes des Français. Et ça concerne l'incarnation aussi. Alors, bien sûr, ça concerne l'incarnation. Mais je pense que cette gauche doit continuer à veiller à une forme d'unité ou de rassemblement qui est quand même le gage de succès possible, mais en acceptant aucune hégémonie, d'où qu'elle vienne, et de qui que ce soit. Quand vous dites rassemblement, vous pensez qu'il n'y a pas aujourd'hui deux gauches irréconciliables comme on a pu l'entendre ? Mais j'ai toujours été gêné avec ce discours des deux gauches. Déjà, quand j'étais au Parti socialiste, entre la première gauche et la deuxième gauche rocardienne, j'avais un point de vue plus nuancé parce que, militant pour la paix en Algérie, j'étais assez proche de la deuxième gauche dans mes années de jeunesse. Mais à l'époque, on ne disait pas qu'elles étaient irréconciliables. Et la preuve, elles se sont réconciliées. On a fêté il y a quelques jours dans un colloque le 50e anniversaire des assises du socialisme où Rocard, Delors et quelques autres, des chrétiens de gauche notamment, ont retrouvé le Parti socialiste que François Mitterrand était en train de rénover. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui différent avec celui qui a été votre ministre ? Mais quand j'entends... Jean-Luc Mélenchon. Oui, il a été mon secrétaire d'État. Votre secrétaire d'État. L'enseignement professionnel, c'est pas pour diminuer son mérite, c'est pour être précis. Disons que comment dirais-je, vous m'avez fait me perdre dans mon raisonnement. Sur ces deux gauches qui aujourd'hui paraissent beaucoup plus éloignées. Je n'aime pas qu'on oppose le terme gauche de gouvernement à une gauche qui ne serait pas de gouvernement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand on gouverne, quelle politique on conduit. Et donc, plutôt que de parler d'une gauche modérée, ce que je souhaite moi, c'est qu'il y ait une gauche authentique, mais réaliste. Et là, on va retrouver effectivement les problèmes d'incarnation dont vous parliez. Alors, on dit que Jean-Luc Mélenchon rêve d'être une 4e fois candidat à l'élection présidentielle. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, il est peut-être temps un peu de dire mon sentiment, si vous voulez. C'est un tribun doué, par nature. C'est un agitateur, par choix. Il pouvait choisir une autre voie. Mais ça n'est pas un constructeur, ni un homme d'État, comme François Mitterrand avait su le faire. Et donc, je pense que si, à nouveau, il devait concourir, les Français ne porteraient pas Jean-Luc Mélenchon à la tête de l'État ou à la présidence de la République. Donc il faut peut-être avoir ça à l'esprit lorsqu'on appartient à la gauche, dans sa diversité, y compris pour ce qui concerne la France insoumise. Est-ce que vous souhaitez qu'un Bernard Cazeneuve, qu'un Raphaël Glucksmann, qu'un Karim Bouamrane portent les couleurs de cette gauche social-démocrate ? Non, je ne m'exprimerai sur aucun nom. Je n'ai pas de légitimité pour d'ici, et même devant vous, dire tel ou tel. Simplement, je pense qu'il faudra trouver un homme ou une femme, parce qu'il serait préférable de s'unir, ou en tout cas de ne pas avoir trop de candidats. Il va y avoir une relative diversité à la gauche, si cela ménage la possibilité du succès.
Non, mais il faudra choisir. Bernard Cazeneuve, à la limite, il vient de faire une longue interview dans Le Monde ce soir que j'ai lu. J'ai pour lui de l'estime et même de l'amitié. Il représentait une troisième option, où il le présente comme tel dans les choix qui devaient être faits. Je ne suis pas personnellement persuadé, mais je n'ai pas d'information, que le président de la République avait sérieusement pensé à lui et à une majorité, disons, de centre-gauche, parce qu'on voit bien que son tropisme l'emmène vers la droite et qu'il continue par ailleurs à jouer avec le Front National, qui est présenté quand même un peu comme le censeur possible du gouvernement actuel. Mais malgré le respect que j'ai pour Bernard Cazeneuve, je pense que dans cette hypothèse, la gauche n'aurait pas suivi et le Parti socialiste se serait cassé, et que c'est au fond tout ce travail de déstructuration du système politique français tel qu'il existait et qui était un des éléments de la stabilité de la Ve République. Parce que on peut critiquer la Ve République, mais au moins a-t-elle garanti la stabilité des pouvoirs? Et cette stabilité, nous l'avons perdue. Mais pardon, est-ce que ce n'est pas le Parti socialiste qui s'est déstructuré tout seul au fil des années en perdant le contact, par exemple, avec les classes populaires? Le Parti socialiste s'est sans doute affaibli, et il en a été de même pour les Républicains. Mais le président de la République a joué systématiquement par une politique de séduction et de ponction l'affaiblissement des grands partis traditionnels qui, au fond, présentaient aux Français le choix d'une alternance entre la gauche et la droite et qui structuraient la vie politique française et qui, en même temps, faisaient barrage à l'extrême droite. Vous souhaitez qu'on revienne à cette configuration politique-là ? Oui, rénové, fertilisé, inspiré par la pensée écologique, parce que c'est un défi majeur désormais. Mais je pense effectivement que c'est dans ce sens que dans les 3 ans qui viennent, en pratiquant devant le gouvernement actuel une politique d'opposition intelligente, en lui laissant sa chance d'une certaine façon, tout en n'en partageant pas les objectifs, je pense que c'est dans ce sens que dans les 3 ans qui viennent, évidemment, la gauche doit travailler si elle veut retrouver des chances. En lui laissant sa chance, on comprend que vous désapprouveriez un vote de censure, a priori, si une motion est déposée dans les prochains jours. Je préférerais que dans la voie parlementaire que j'évoquais tout à l'heure, la gauche utilise son pouvoir, et notamment en tout cas les socialistes, dont je me sens proche, pour obtenir peut-être de ce gouvernement qui a donné des signes avec une certaine habileté, Monsieur Barnier, obtenir un certain nombre de concessions qui montreraient que ce qu'ont espéré les Français, ils en ont obtenu une partie. 2 mots sur les sujets d'actualité, ceux dont on parle le plus, qui sont peut-être les défis immédiats de ce gouvernement, le déficit budgétaire, avec un gros effort qui nous est annoncé. Est-ce que ce qui a été indiqué ces dernières heures, 60 milliards de réduction du déficit sur un an, 40 milliards de réduction des dépenses, 20 milliards d'impôts en plus, est la bonne voie? Je n'ai pas les éléments pour juger aujourd'hui. Cet effort qui serait demandé est considérable. J'ai envie de dire ceci en direction du gouvernement. Si vous vous fixez des objectifs, il faut les atteindre pour qu'ils soient crédibles. Donc faites attention à ne pas casser non plus par l'austérité le mouvement de rétablissement des comptes publics que vous voulez engager. J'ai même entendu, je crois, le premier président de la Cour des comptes dire que il était peut-être parfois plus sage de se fixer un objectif pour atteindre les 3% ou pour réduire la dette. La dette, ça prendra plus de temps, mais pour les 3% de déficit des finances publiques, peut-être de reculer un peu l'objectif, mais cet objectif, l'atteindre effectivement. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait quand j'étais au gouvernement, et puisque je parle un instant de mon gouvernement, je dirais que la période où j'ai gouverné, à l'exception peut-être de la période Hollande, il faudrait que je vérifie les chiffres, et la période depuis 40 ans
où la dette française s'est réduite en pourcentage du produit national, de la richesse nationale. Et où le déficit a reculé le plus fort, sans doute. Et où le déficit est passé sous les 3%. Et tout ça sans mener une politique d'austérité et en menant des réformes sociales. Mais il y avait 4% de croissance. Oui, mais en Europe. On a peut-être contribué à les trouver, sinon nous n'aurions pas eu un taux de croissance supérieur à la moyenne européenne et supérieur à l'Allemagne à l'époque. Donc on avait tous la même conjoncture et nos performances étaient meilleures. Donc votre explication ne suffit pas. L'immigration. On voit à quel point ça travaille les Français. Je ne vais pas vous demander si Bruno Retailleau prend les bonnes orientations. Mais plutôt cette question, est-ce que la gauche, qui semble disqualifiée sur ce terrain-là, ne reste pas des années, après des années et des années, toujours mal à l'aise, comme si cette question la gênait, et en renvoyant ceux qui s'en emparent à la droite extrême, au fascisme ou autres qualificatifs très aimables. Elle ne me gêne pas aujourd'hui, comme elle ne m'a pas gêné hier. Et les qualificatifs que vous évoquez, fascisme ou autres, je les ai toujours récusés. Je ne les ai jamais employés. Pour moi, l'immigration, c'est un fait. Et d'ailleurs, après tout, Jospin, c'est un nom dont l'origine lointaine est flamande. Et après tout, Sylviana Gazinski, ma femme, qui est à l'Académie française, et la petite fille d'un mineur venu travailler comme boiseur dans les mines du Nord. Alors depuis, c'est vrai qu'il y a eu une poussée de l'immigration beaucoup plus forte et que cela impose évidemment des contrôles. Alors, je ne crois évidemment pas à la théorie farfelue, stupide du grand remplacement, qui est le thème préféré de la nièce de Marine Le Pen, qui vient d'ailleurs de revenir au Rassemblement national après avoir été auprès de Éric Zemmour. Mais j'ai envie de lui dire, parce qu'elle l'a peut-être oublié, au fond, le seul homme politique français qui a jamais prôné le grand remplacement, c'est qui ? C'est Jean-Marie Le Pen, son grand-oncle. Lorsque partisan de l'Algérie française, il nous disait que tous les Algériens devaient être des Français. Et aujourd'hui, il y aurait 46 millions de Français d'origine algérienne, si cette hypothèse évidemment absurde, mais qu'il défendait à l'époque de l'Algérie française, c'était vérifié. Alors j'ai envie de faire une proposition sur ce point, en restant sérieux, au Premier ministre. Je pense que il n'a pas intérêt, il ne l'a d'ailleurs pas fait, à créer un ministère de l'immigration. Je pense surtout et aussi qu'il n'a pas intérêt à sous-traiter la question de l'immigration au ministre de l'Intérieur, même s'il est évidemment concerné. Et ce que je lui suggérerais plutôt, c'est que cette question soit traitée au niveau de Matignon, c'est-à-dire au niveau interministériel, qu'il choisisse un délégué général ou un secrétaire, je ne sais pas, qui serait chargé de la coordination des ministères concernés par l'immigration pour qu'on l'examine sous toutes ses facettes. Pas simplement les proclamations, pas simplement les textes, pas simplement la répression, pas simplement le contrôle au niveau du ministère de l'Intérieur, mais la politique du travail, mais la politique de l'éducation, mais la justice. Donc que c'est les affaires étrangères pour négocier évidemment avec nos partenaires pour notamment des retours dans leur pays de ceux que nous expulsions. Donc une vision globale. Moins de déclarations, plus de politiques concrètes. Je vais prendre un exemple pour me faire bien comprendre. Pourquoi la rentrée universitaire a-t-elle lieu avant les vendanges ? Avant, ce n'était pas le cas. Et les étudiants allaient faire les vendanges. Ça m'est arrivé moi aussi. Moi aussi. Et vous aussi. Et maintenant, ce n'est plus le cas parce que les étudiants sont déjà au travail. Et donc, les viticulteurs, les agriculteurs, enfin, en l'occurrence les viticulteurs, font appel à une main-d'œuvre transitoire, immigrée, mais dont une partie peut rester. C'est toutes ces questions concrètes qu'il faut examiner plutôt que de faire des déclarations pour contrôler l'immigration parce que c'est nécessaire. Et donc, je serais contre une gauche qui dénierait que l'immigration est un problème qu'on doit contrôler. Est un défi.
Oui. Et est un défi, indiscutablement. Dernier point, la guerre larvée entre Israël et l'Iran et ses alliés dans la région, en particulier le Hezbollah. C'est sur la position française que je veux vous entendre. Parce que, pour ceux qui ont la mémoire courte, vous avez, quand vous étiez aux responsabilités, qualifié, on s'en souvient, le Hezbollah, vous avez appelé les choses par leur nom. Vous aviez dit, le Hezbollah produit des attaques terroristes, ça vous avait valu quelques instants mouvementés lorsque vous étiez en visite à l'université Birzeit, on se souvient de ces scènes, mais aujourd'hui, au moment où Nasrallah est mort, on a vu les États-Unis d'une certaine manière indiquer que ce n'est que justice, en souvenir notamment des Marines qui avaient été tués en 1983, et on a vu la France finalement sembler renvoyer dos à dos le Hezbollah et Israël. Est-ce que ça vous a surpris ou attristé ? Non, je n'ai pas la même impression que vous à cet égard. Ce que je constate, c'est qu'à nouveau, la violence et la guerre, pas une guerre larvée, la guerre, des guerres, prévalent à nouveau au Proche-Orient. Le droit d'Israël à exister est pour nous imprescriptible. La défense d'Israël, quand elle est attaquée, que ce soit le 9 octobre par le Hamas, dans cette tuerie, dans ce programme qui laissait entendre, au fond, la politique dont rêvait ce mouvement terroriste, que ce soit par le Hezbollah quand il empêche des populations au nord d'Israël de pouvoir vivre tranquillement, ou que ce soit, dernier événement bien sûr, l'Iran lorsqu'il envoie 200 missiles balistiques, dont certains balistiques, sur Israël. Le droit d'Israël à utiliser la légitime défense est entier. Mais nous restons libres, surtout quand en Israël, aujourd'hui, il y a un gouvernement qui s'appuie sur l'extrême droite, une extrême droite racialiste, voire raciste, si vous voulez. Un gouvernement qui a menacé la démocratie dans son propre pays au point de provoquer, avec sa réforme de la justice, une série de manifestations populaires qui l'ont finalement reculé. Quand on a ce type de gouvernement, et je pense que la France est fondée à ne pas oublier les milliers et les milliers de victimes à Gaza, même si une réplique était nécessaire, à ne pas négliger le million de réfugiés au Liban, ce pays martyrisé par ses factions, et à ne pas non plus refuser de participer à la protection d'Israël face à des missiles balistiques venus d'Iran. Mais nous pouvons nous interroger sur ce que j'appellerais les buts de guerre du gouvernement israélien aujourd'hui. Et au fond, si je voulais non pas terminer par une note optimiste, parce que je sais très bien que la France, pas plus que d'autres, peut-être même pas les États-Unis, ne pèsera sur les décisions d'Israël quand ce pays ou son gouvernement croit que son existence est en jeu. Mais au fond, je me disais, et les voies de la paix, puisque Israël a montré la puissance de son armée, la capacité de ses répliques, puisqu'il est en quelque sorte, au moins en ce moment, en position de force. Pourquoi ne chercherait-il pas enfin à explorer à son tour les voies de la paix et notamment à se tourner vers ces oubliés de sa politique, les Palestiniens et leur droit à une terre? Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu ce soir à nos questions avec des messages assez clairs qui seront sans doute entendus. On verra s'il y a des réactions dans les heures qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Lionel Jospin.